Les forces de défense israéliennes ont rapporté qu'une unité de leur brigade de Bizak patrouillait à Tal al-Sultan, une zone de Rafah, le mercredi 16 octobre 2024. 3 militants ont été identifiés et engagés par les troupes israéliennes alors qu'ils tentaient de se déplacer d'un bâtiment à un autre, ripostant contre les forces en patrouille chaque fois que possible. Les chars de patrouille et les véhicules de combat ont tiré des obus sur les bâtiments, détruisant les deux structures. Ce n'est que le jeudi matin, 17 octobre, qu'un test ADN a confirmé que l'un des militants était Yahya Sinwar, le commandant militaire insaisissable. Nous explorerons également en détail 2 scénarios possibles de son élimination. À 10 h du matin le mercredi 16 octobre, un soldat du bataillon de la brigade de Bislamak a remarqué une silhouette suspecte se déplaçant à l'intérieur et à l'extérieur d'un bâtiment dans le quartier Sultan de Rafah. Le soldat en a immédiatement informé le commandant du bataillon, qui a évalué la situation. Après avoir évalué la menace, le commandant a donné l'ordre d'ouvrir le feu sur la structure. La fusillade avec les militants à l'intérieur du bâtiment était implacable, mais ils ne se sont pas rendus. Vers 15 h, un drone a identifié 3 individus tentant de sortir du bâtiment et de se déplacer de maison en utilisant les structures comme couverture. 2 de ces personnes se sont déplacées devant la ligne de tir de Tsahal pour protéger la 3e. Cela a dégagé le chemin pour le 3e individu, qui était Yahya Sinwar, une cible de grande valeur. Tsahal ne le savait pas. La situation impliquait 2 bâtiments clés, le bâtiment A où les gardes du corps de Yahya Sinwar avaient pris position et l'autre structure B vers laquelle Yahya Sinwar s'était déplacé. C'est à ce moment-là que les forces de Tsahal ont ciblé les 2 bâtiments. Ils ont d'abord ouvert le feu sur la structure où se positionnèrent les gardes du corps, utilisant des tirs de mitrailleuses pour neutraliser la menace et dégager un chemin. L'opération a accidentellement isolé Yahya Sinwar, qui s'était relocalisé dans le 2e bâtiment. Au fur et à mesure que la situation se déroulait, les chars de Tsahal et les forces au sol ont coordonné leurs efforts. Après avoir tiré sur le 1er bâtiment, ils ont rechargé et redirigé leur feu vers le 2e bâtiment où Yahya Sinwar s'était mis à couvert. Yahya Sinwar s'est déplacé au 2e étage de ce bâtiment dans une tentative d'échapper à la capture. Un char a alors tiré un autre obus, touchant le bâtiment pendant qu'un peloton d'infanterie avançait pour sécuriser et fouiller la zone. Pendant leur approche, Yahya Sinwar a lancé 2 grenades sur les soldats qui avançaient. Une grenade a explosé, forçant les soldats à se replier temporairement pour leur sécurité. C'est à ce moment qu'un drone a été déployé pour survoler la pièce. Il a repéré un homme avec un bras blessé et un visage couvert, identifié comme Yahya Sinwar. Alors que le drone planait, Yahya Sinwar a lancé un bâton en bois dans une tentative de désactiver l'appareil. En réponse, les forces de Tsahal ont tiré un autre obus de char sur l'emplacement de Yahya Sinwar, s'assurant de garder le contrôle de la situation. C'est à ce moment que tout le bâtiment a été partiellement détruit et que la silhouette a été écrasée par les décombres. Voici le 2e scénario. Dans le sud de Gaza, Tsahal a déployé un nombre important de véhicules de combat d'infanterie pour l'opération. Ces véhicules étaient équipés de canons et de missiles de gros calibre montés sur leur toit, permettant à la fois une puissance de feu lourde et des frappes de précision. Selon des rapports d'un soldat de Tsahal, les forces ont ciblé le bâtiment où Yahya Sinwar était censé se cacher. Ils ont lancé un missile depuis l'un des Niriv, frappant la structure avec une énorme explosion. Pour vérifier le succès de la frappe, Tsahal a ensuite déployé un drone pour inspecter les dégâts et confirmer si Yahya Sinwar avait été tué. Le mercredi 16 octobre, les troupes ne savaient pas que l'individu qu'elles ciblaient était Yahya Sinwar lui-même. Lorsque le drone est entré dans le bâtiment démoli, il a capturé des images d'un homme au visage couvert, mais ne savait pas qu'il était une cible de grande valeur. En réponse, Tsahal a dirigé des tirs supplémentaires sur son emplacement. Ces tirs concentrés ont finalement éliminé Yahya Sinwar. Ce n'est que le lendemain, le jeudi 17 octobre, lorsque les soldats des IDF sont arrivés sur les lieux, qu'ils ont confirmé l'identité de l'individu tué comme étant Yahya Sinwar. Le soldat rapportant l'événement a noté que cette confirmation était basée sur une inspection visuelle, une fois qu'ils étaient physiquement sur le site. Cependant, par précaution, les troupes ont soupçonné que le bâtiment aurait pu être piégé. Pour éviter toute victime d'explosifs potentiels, ils ont choisi de ne pas retirer immédiatement le cadavre. Au lieu de cela, ils ont récupéré une partie du doigt de Yahya Sinwar et l'ont envoyé en Israël pour un test ADN afin de confirmer son identité.
Plus tard le même jour, après avoir effectué des contrôles torbes et s'être assuré que la zone était sûre de toute menace ou piège restant, Tsahal a réussi à extraire le corps de Yahya Sinwar. Le corps a ensuite été transporté en Israël pour un examen plus poussé. Avant de passer à la guerre et stratégie militaire, nous examinerons d'abord comment tirer avec le char israélien Marava. Explorons maintenant l'intérieur du char, où nous trouvons le poste d'armes du commandant. La caractéristique la plus importante ici est l'extension de visée principale, garantissant que le commandant et le canonnier partagent la même vue. Sur le côté, vous pouvez voir l'unité d'affichage du commandant. Il s'agit du système de contrôle du commandant, qui suit les cibles à l'aide des sights panoramiques à 360 degrés et se déplace comme le montre cette animation. En résumé, le commandant peut actionner la tourelle, rechercher des cibles et tirer avec le canon. Jetons un coup d'œil plus détaillé au poste de mitrailleur. Cette section est appelée la poignée de mitrailleur, avec les deux poignées noires, servant de commande principale. Au-dessus d'elle, vous trouverez un interrupteur rouge plus petit, qui bien sûr est la gâchette. Lorsque cet interrupteur est enfoncé avec les deux sécurités désactivées, le résultat est le tir du canon de 120 mm. Il est important de noter que le mitrailleur peut actionner cet ensemble d'interrupteurs d'un côté lorsqu'il est enfoncé et maintenu. Le mitrailleur peut faire pivoter la tourelle comme le montre l'animation. Ces interrupteurs peuvent également être utilisés pour élever et abaisser le canon. Lorsque les deux sont enfoncés et tournés, le résultat de ces actions peut être observé de l'extérieur du char. Lorsque le mitrailleur relâche l'interrupteur, le mouvement du canon s'arrête. Situé immédiatement à côté du commandant se trouve la section du chargeur. Ce qui est particulièrement intriguant, c'est la capacité du chargeur à choisir un magasin rotatif à commande électrique pour le type de munitions requis. Un char est équipé pour loger 48 cartouches de munitions, chacune stockée en toute sécurité dans son conteneur de protection. Un magasin rotatif à commande électrique est conçu pour accueillir 10 cartouches immédiatement disponibles pour une utilisation immédiate. Cette configuration sert à éviter un scénario de cuisson lorsque le char est frappé par des obus ennemis. De plus, le char est équipé d'un mortier de 60 mm positionné dans la tourelle. Lorsque la situation l'exige, l'opérateur peut déclencher le tir de l'obus de mortier. Lorsqu'il est prêt, le chargeur peut tirer l'obus de mortier comme le montre cette visualisation. Yahya Sinwar est né dans le camp de réfugiés de Khan Younes, dans la bande de Gaza, sous contrôle égyptien, en 1962. Après l'assassinat de Hania, il est devenu le principal leader à Gaza. Yahya Sinwar était assez intelligent pour sanctionner des méthodes de creusement de tunnels allant de simples stratégies manuelles à des méthodes légèrement avancées, comme le fourpoint et les explosions de forage pour les roches durcies. Il a compris que les tunnels peuvent être renforcés avec du béton, pour soutenir les structures souterraines faibles à Gaza, qui sont divisées en environ 7 à 8 niveaux de profondeur sous terre. Ces tunnels sont intentionnellement creusés profondément pour se protéger contre les bombes pénétrantes de bunkers comme la GBU-28 qui peuvent détruire les tunnels. Yahya Sinwar, en tant que leader militaire, a investi 3 millions de dollars par tunnel pour la construction du parc souterrain depuis la dernière décennie. Jetons un coup d'œil au tunnel de Yahya Sinwar au niveau 1. Vous trouverez l'entrée ainsi qu'une plateforme de lancement pour les roquettes et les lanceurs. Le niveau 2 comprend un tunnel renforcé qui utilise des blocs de béton avec un arc pour soutenir la structure. Au niveau 3, les tunnels profonds nécessitent de l'oxygène pour les différents niveaux. C'est une des raisons pour lesquelles un générateur d'oxygène ou un ventilateur d'air est nécessaire pour transférer l'air frais de la surface et le distribuer aux différents niveaux. Yahya Sinwar était également le cerveau de l'invasion du 7 octobre. Il a lancé une attaque surprise sur plus de 20 communautés israéliennes. En tant que commandant militaire, il a planifié l'assaut en utilisant une combinaison de roquettes, de parterres, de motos et d'autres véhicules pour pénétrer les forces de défense israéliennes. Cette attaque coordonnée visait à causer un maximum de perturbations et de pertes dans un court laps de temps. Il a appris l'hébreu pendant ses 22 ans de prison et a également étudié la stratégie des IDF. Comme indiqué, il a perfectionné et étendu l'infrastructure de tunnels déjà existante et a réussi à perfectionner les tactiques d'attaque et de fuite en utilisant pleinement le métro souterrain. Supposons que le char Marava est une cible. Rappelez-vous les tunnels dont nous avons parlé précédemment. Les guerriers pourraient sortir des tunnels avec ces RPG anti-chars. Le Merkava a un système de trophées qui fonctionne lorsque le radar détecte et classe les cibles entrantes. Si un danger est détecté,
La contre-mesure s'engage pour la neutraliser, la gardant à l'écart de la zone protégée. Mais il a ses faiblesses. Les soldats ont également été chargés d'utiliser la Lasin RPG à très courte portée pour limiter le radar du système de trophée, afin d'atteindre son plein potentiel. Ils peuvent également cibler le blindage arrière, c'est-à-dire ces portes permettant aux soldats d'infanterie d'entrer, qui est nettement plus faible que l'avant et les côtés. La deuxième option de ce que le Hamas pourrait faire est de frapper les chars avec un RPG juste en dessous de la tourelle pour endommager le char ou le rendre stationnaire.